Vous savez bien, surtout si vous êtes analyste, que l'analyste n'est pas là pour résoudre les problèmes du patient. Il n'est pas là pour apporter une solution clé en main à ses difficultés. La réponse se trouve chez le patient. Néanmoins, il vous arrive, dans les commentaires que vous m'adressez, il vous arrive de vous demander de quelle façon un analyste entend la peur du vide, ce que les patients appellent très souvent le vertige. Qu'est-ce qu'il en fait, l'analyste, de cette plainte? La première réponse qui me vient, c'est que vous posez cette question dans le cadre d'une analyse et vous la posez à un analyste. Et la réponse sera donc forcément différente de celle que pourrait apporter un praticien ayant une autre conception de la thérapie. Un praticien peut s'attacher à convaincre rationnellement le patient, un autre peut conduire progressivement le patient à s'accoutumer à l'objet de sa peur, un autre encore va rechercher avec le patient l'événement qui pourrait être considéré comme celui qui a généré et inscrit la peur dans le psychisme du patient, etc., etc. Bon, on pourrait ajouter d'autres possibilités d'intervenir face à une telle demande. On pourrait imaginer d'autres stratégies à mettre en œuvre pour répondre à la peur du vide. En revanche, aucune de ces stratégies ne relève de la psychanalyse. Imaginez que sur toute la longueur d'une pièce, je dispose au sol un ruban de, mettons, 15 cm. Bon. Vous seriez parfaitement capable de marcher sur ce ruban en vous sentant en parfaite sécurité. Vous marcheriez ainsi jusqu'au bout de la pièce. En revanche, si je dispose ce ruban juste au bord d'un précipice, alors il se peut que la peur s'empare de vous, la terreur, la panique, la peur d'être aspiré dans le vide. Et pourtant, vous savez très bien que vous avez su depuis toujours garder votre équilibre. Vous marchez droit à chaque instant de votre vie. Vous avez appris à le faire et vous le faites en confiance, sans réfléchir. Alors pourquoi cette peur? Eh bien parce que notre inconscient sait qu'il suffit d'un rien. Il suffit que vous fassiez un tout petit écart, un tout petit pas vers le vide, et c'est la fin. Eh bien, vous voyez, nous portons tous en nous les germes de notre autodestruction. La seule chose qui nous évite de faire ce petit écart pour tomber dans le vide, la seule chose qui nous retient de le faire, c'est notre désir de rester en vie. Ce qui signifie que ça n'est pas du tout du vide dont nous avons peur. C'est de nous-mêmes. Nous avons peur de ce que nous serions capables de faire. Ce désir de vie qui nous habite depuis la naissance ne va pas sans l'ombre de la mort qui nous accompagne exactement de la même façon. Et là, j'entends certains d'entre vous s'exclamer « Mais alors, nous n'apportons aucune réponse au patient, il reste avec sa peur du vide, là, son vertige ?» Je l'ai précisé en introduction, l'analyse n'a pas pour ambition d'apporter des solutions, des conseils, des routes à suivre, des stratégies à épouser dans la situation qui nous occupe, celle
de la peur du vide. Il est crucial pour le patient de prendre d'abord conscience de cette cohabitation, parfois insensible et parfois très douloureuse, entre l'instinct de vie et l'instinct de mort. D'accepter de vivre en permanence avec cette ombre à nos côtés. Toutes les personnes qui éprouvent une terreur de la mort, toutes les personnes qui ne supportent pas même l'idée de la mort, toutes ces personnes dépensent une énergie considérable pour tenter de lutter contre la mort, pour repousser l'idée de la mort. Mais c'est une dépense d'énergie totalement inutile puisque nous savons qu'un jour ou l'autre, dans quelques secondes ou dans 50 ans, c'est la mort qui l'emportera. Alors il nous faut apprendre à vivre avec elle à nos côtés. C'est ainsi. Bon, j'ai pris évidemment un raccourci pour répondre à la question et vous vous doutez bien que cette démarche que j'évoque prend du temps. C'est-à-dire que c'est un lent travail d'éclairage, un travail d'élaboration pour modifier une vision, une conception, une certitude, pour apaiser peu à peu l'effroi, pour laisser tomber les défenses, les armes totalement inutiles. Ça n'a rien à voir avec un apprentissage. Et ce travail-là, c'est le patient, et lui seul qui le réalise. Un travail émaillé de temps en temps par une intervention, une interprétation de l'analyste. Vous pourriez aussi songer à ce qui ressemble à une attitude exactement opposée. C'est-à-dire, je pense à ces personnes qui cherchent à se rapprocher volontairement de l'extrême, comme si elles défiaient la mort. Eh bien, je ne dirais pas que c'est l'inverse. Non, parce que qu'il s'agisse des sports de l'extrême, qu'il s'agisse des addictions à des substances de l'extrême, et même à des immersions dans des situations relationnelles extrêmes, c'est tout simplement une autre forme de confrontation avec ces germes de notre autodestruction. La clinique de l'extrême, c'est une clinique de l'extrémité, une clinique des limites. Une personne qui fait le choix de se confronter à l'extrême entend probablement, sans le savoir, une petite voix de défi affirmant « c'est moi qui t'aurai, je serai plus fort que toi ». Et voyez-vous, dans le champ de notre interrogation, nous pourrions aussi bien inclure la pensée magique, ce qu'on se raconte, qui consiste à se dire qu'on se confronte à l'extrême en y prenant du plaisir, tout comme nous pourrions y inclure ce que l'on nomme parfois les phobies d'impulsion. C'est toujours la question du fil, la question de la crête, du basculement possible. Finalement, la clinique de l'extrême, c'est toujours la clinique de la finitude.